Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de l'émission En Vue Plus, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre programme pour la promotion de l'environnement. Et je reçois sur ce plateau vert pour la deuxième fois un homme de la société civile et nous allons discuter sur l'importance d'un accord qui est signé entre les grands pays pollueurs. Monsieur Mahmoud, nous voulons échanger avec vous en tant que membre de la société civile. Quelle est votre impression? La question de l'environnement est une question très sensible qu'on ne peut aborder sans pour autant avoir plus d'empathie et de délicatesse. Parce qu'elle est transversale, elle touche beaucoup d'aspects non moins importants. Dernièrement, il y a eu un accord à Kigali, l'accord appelé pompeusement l'amendement de Kigali. Oui. Cet accord a regroupé 197 pays, des pays partis au protocole de Montréal de 1987, qui avaient demandé jadis en son temps la suppression ou bien le bannissement carrément des CFC, des chlorofluorocarbures. Oui. Quelques années après, on s'est rendu à l'évidence que les CFC ont provoqué des graves trous sur la couche d'ozone. Elles ont détruit de manière très fatale la couche d'ozone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réunir. Tout le monde, les pays partis, 197 comme vous l'avez dit, se sont regroupés, se sont retrouvés à Kigali. Oui. Des négociations ont eu lieu et au finish, un amendement à l'accord de 1987 a été trouvé qui est appelé amendement de Kigali. Dans cet accord, il est stipulé que les HFC, les HFC qui sont les hydrochlorocarbures, doivent être bannis. C'est-à-dire, pour être plus simple, il faut dire à nos téléspectateurs que les HFC, les hydrofluorocarbures, sont des gaz composés de carbone, de fluor et d'hydrogène. Oui. Tout comme les dioxydes de carbone, les HFC sont l'un des principaux gaz à effet de serre listés dans l'accord de Kyoto du 11 décembre 1997. Les HFC s'apparentent à du COD sous stéroïdes. Vous conviendrez avec moi que les spécialistes ont dit que leur effet de serre est 14 000 fois plus important que les COD, que le dioxyde de carbone. Donc on peut les retrouver dans les réfrigérateurs, on peut les retrouver dans les airs conditionnés, c'est-à-dire on peut les retrouver aussi dans le climatiseur. Et puis ils sont très nocifs pour l'environnement. Maintenant on décide de les abolir. Quelle est la solution? On a déjà trouvé une solution, nous demeurerons interrogatifs par rapport à ça. On nous dit qu'il y a les HFO, mais il faut savoir en filigrane que ces mêmes HFO sont des substances chimiques qui peuvent être à long, court et moyen terme destructeurs pour l'environnement. Alors, selon vous, le fait déjà qu'on pense à cette qualité des gaz qui aujourd'hui constituent des problèmes environnementaux, qui causent des problèmes de santé, est-ce que ce n'est pas un début de solution déjà? John Kerry, le 15 octobre, au sortir du sommet de la réunion de Kigali, avait dit ceci, que cet accord vient à point nommé pour résoudre un tant soit peu le problème qui touche la nature au jour d'aujourd'hui. Oui. Ça, c'est une faute, c'est une bêtise politique. Pourquoi nous disons que c'est une bêtise politique qui cherche à endormir les peuples? Parce que les États-Unis continuent toujours par subventionner les agriculteurs. Pire encore, ils accordent en 2015 700 milliards de dollars pour les énergies fossiles. Oui. Alors que nous savons pertinemment que les énergies fossiles détruisent de façon non moins dangereuse l'environnement. Et la destruction de cet environnement n'a pas de frontières. Les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières. Nous l'avons dit, nous continuons de le répéter. Ils peuvent facilement traverser les États-Unis, les frontières européennes et descendre même vers chez nous ici. Aujourd'hui, on subit les conséquences. Aujourd'hui, on subit les conséquences. Vous savez, aujourd'hui, il y a nos États qui souffrent pour joindre les fins de mois. Le Nigeria, aujourd'hui, a des difficultés pour payer ses fonctionnaires.
Le Tchad n'est pas du reste. D'autres pays s'inscrivent sur la liste. Pourquoi tout ça? Parce que nos budgets ne sont pas robustes. Pourquoi ils ne sont pas robustes? Parce qu'il y a des effets de facteurs qui sont là. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont très importants qu'il faut qu'on souligne ici. Aujourd'hui, par exemple, le pétrole a chuté. Dans certains pays, on a fait abstraction de presque 45% de la part du pétrole dans le budget de certains pays. Pourquoi tout ça? Parce que les Américains, de l'autre côté, ont commencé par investir dans le pétrole de schiste. Le pétrole de schiste, pour le commun des mortels, c'est la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique pollue, elle aussi, de façon ravageuse l'environnement. Et ils ont produit des milliards et des milliards de mètres cubes de pétrole qu'ils ont mis sur le marché. Et ça a contribué à diminuer drastiquement le coût du pétrole au niveau mondial. Et il y a une guerre entre les États-Unis et la Russie, et pour cette raison, ils ont décidé de diminuer le prix du pétrole, alors que les pays pauvres, insulaires, surexposés aux conditions climatiques, qui sont les premières victimes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, non seulement les États-Unis, prenons ici par exemple le cas de la France. Aujourd'hui, s'il y a des Africains qui veulent migrer par des milliers pour aller en Europe, c'est qu'il y a des raisons endogènes qui sont à l'origine de ça. Imaginez par exemple Nicolas Sarkozy, dernièrement, après qu'il ait remporté les élections en France, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un yacht appartenant à un grand groupe industriel pétrolier pour fêter sa victoire. Oui. Ça dit beaucoup de choses. Non seulement ça, vous avez au Niger ici, il y a une guerre qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire les populations du nord du Niger se sont rébellées. C'est qu'il y a un problème, ils disent qu'il y a un problème de partage des ressources. Alors que les ressources ne suffisent pas. Pourquoi elles ne suffisent pas? Posons-nous ce genre de questions. Il y a par exemple Areva qui a investi depuis 40 ans au Niger pour exploiter l'uranium. L'uranium a rapporté, vous savez, en 2010, 2300 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 114 000 tonnes d'uranium qui ont été extraits du sous-sol nigérien. Alors que vous savez ce que les Nigériens ont perçu de ces 2300 milliards en 2010, c'est 300 milliards de francs CFA seulement. Le reste, c'est Areva qui est le fleuron de l'économie française. Et de l'autre côté, vous avez par exemple 3 ampoules. Une ampoule sur 3 en France fonctionne à partir de l'uranium qui est extrait à partir du Niger. Or, ici en Afrique, les pays exportateurs même de cette matière première a une population qui est à 90% dans l'obscurité. Voilà pourquoi nous disons que ça, c'est une rhétorique environnementale qui cherche à abrutir le peuple africain au bénéfice de ces multinationales. En 2001, en Côte d'Ivoire, il y avait la fameuse affaire du Probo Koala, c'est-à-dire un navire battant d'ailleurs pavillon de complaisance. Il appartenait initialement à Trafigura, et puis c'était un navire hors d'usage, rempli de déchets toxiques d'azote, etc., etc., etc. Il a cherché à accoster en Londres, on lui a refusé. Il a cherché à accoster en France, en Marseille, on lui a refusé. Amsterdam, Anvers, ils ont tous refusé parce qu'il contient beaucoup de déchets. Et ce bateau a traversé les océans pour venir ici à Abidjan et déverser ces déchets toxiques à Abidjan. Résultat, c'est des centaines d'Ivoiriens qui sont morts et moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes, les autorités ivoiriennes ont fermé les yeux. Et qui est victime dans tout ça? Qui est les dindons de la farce dans tout ça? Ce sont les populations africaines que j'ai dit tantôt, victimes de ce comportement international irresponsable. Vous avez expliqué tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la protection de l'environnement, le comportement des pays développés, vous avez expliqué. Mais à Kigali, on parle plutôt d'un accord contraignant. Et quand l'accord est déjà contraignant, je crois qu'il y a des moyens pour faire la pression afin que les autres puissent mettre en pratique. Nous prenons par exemple la COP21. Les États-Unis et la Chine, au départ, s'opposaient à l'accord sur le climat. Mais aujourd'hui, ces pays ont ratifié. Est-ce que demain, ces pays ne peuvent pas ratifier normalement? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Inde qui est beaucoup indexée par rapport à l'accord de Kigali. On peut ratifier un accord aujourd'hui. On peut le fouler au pied de lendemain. C'est ce que nous remarquons, c'est ce que nous constatons. C'est-à-dire aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, les Indiens sont indexés parce qu'ils sont un pays qui ne se trouve pas dans la zone polaire et donc il a besoin de ces HFC pour faire fonctionner ces réfrigérateurs, ces congélateurs, parce que c'est eux qui sont parmi les premiers pays qui produisent les machines et les produits
manufacturés dans le sud du monde. Oui. Et puis, vous savez, pourquoi je dis que cet accord-là, même s'il sera respecté, il ne va pas être la panacée, il ne va pas résoudre les problèmes, il ne va pas solutionner les problèmes que vivent les Africains, les problèmes que vivent les Sud-Est asiatiques surtout. Et vous savez, il y a les inondations un peu partout aujourd'hui, il y a les ouragans, il y a la sécheresse au Sahel. Aujourd'hui, au Mali, s'il y a une insuffisance pluviométrique, si les précipitations ne sont pas suffisantes, c'est qu'il y a des raisons qui sont là. Et ces raisons-là existaient depuis très longtemps dans les différents accords qui ont été établis et qui existent au sein des Nations Unies, qui existent au sein du FNIAP, au sein du PNUD, dans toutes les officines occidentales appartenant à l'ONU. Ces accords-là existaient et ils disent que l'Occident n'est pas en train de respecter l'environnement et les premières victimes, ce sont les Africains et les premières victimes, vous savez, dernièrement, nous étions sidérés, époustouflés qu'en Afrique de l'Ouest, le carburant qui est utilisé contenait plus de 400 fois plus de soufre qu'admis en Europe. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a par exemple Trafigura, par l'entremise de ces stations-service en Afrique de l'Ouest, notamment Puma Energy, distribue ce carburant. Malheureusement, au Ghana, ici, la capacité de raffinage n'est pas optimale. Ils sont obligés, comme les autres pays, d'importer ce carburant plein de soufre et ça expose les populations de ces pays-là. Oui. Et vous êtes sans ignorer que la Suisse n'est pas un pays africain, la Suisse n'est pas un pays sud-est asiatique, mais c'est un pays parti à cet accord de la COP21, c'est un pays parti à l'accord de Kigali, c'est un pays parti à l'accord de Kyoto, c'est un pays parti aux différentes conventions des Nations Unies, des conventions cadres qui empêchent les États d'être négatifs dans le rehaussement du mercure au niveau mondial. Donc, tous ces cocktails confligènes nous poussent à dire que vraiment, ils ne se sont pas rendus compte que les causes de ce problème-là, c'est eux. Maintenant, tant qu'on n'insère pas la souveraineté alimentaire dans ces différents accords, tant qu'on n'insère pas avec contraignance l'aide publique au développement dans ces accords, croyez-moi que l'Afrique, l'Asie, une partie de l'Asie, autant pour moi, ne sortiront jamais de l'ornière. Aujourd'hui, même les populations occidentales souffrent, les populations occidentales souffrent parce que le monde est aujourd'hui dirigé par des multinationales détenues par une minorité d'individus. Vous serez surpris qu'il y a 10 années de cela, 72 personnes détenaient la fortune équivalente à celle détenue par 4 milliards d'habitants. Cette année, ce n'est plus 72 personnes, mais seulement 62 personnes. Ce sont ces 62 personnes qui régentent aujourd'hui sur le monde. C'est eux qui imposent leurs dictats. C'est eux qui choisissent même les dirigeants qui sont à la tête des pays occidentaux qui malmènent nos États insulaires très exposés. L'élimination de ces gaz, je crois, les gaz... HFC. Voilà. Est-ce que ce n'est pas vraiment un progrès réalisé? Parce que là, on ne cherche pas seulement à signer les accords, mais on cherche carrément à éliminer cette partie du gaz là qui constitue un problème. Il faut savoir que même l'élimination de ces gaz ne va pas résoudre le problème. En soi, l'accord est salutaire. Oui. Par contre, dans le fond, nous disons qu'il ne prend pas en compte les doléances, les problèmes que rencontrent les Africains au jour d'aujourd'hui. Oui. Ces accords ne les prennent pas en compte. Aujourd'hui, nous avons des budgets fébriles. Nos États souffrent parce qu'il y a un comportement international qui foule aux pieds tous les textes signés, tous les accords signés, et on nous brandit des accords comme quoi vous devriez applaudir parce qu'il y a un accord qui a été signé, parce qu'il y a un protocole qui vient d'être adopté, et puis, point barre, les problèmes sont résolus. On s'inscrit en faux et en antagonisme par rapport à ces genres d'attitudes. Alors moi je pense que l'accord de Kigali est arrivé à un point assez important parce que d'ici peu de temps, c'est l'accord 22 qui va se passer au niveau de Marrakech, surtout au Maroc. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour les partenaires, les États qui vont se réunir là-bas de mieux faufiner les... L'accord de Kyoto date de quelle année? Il a été signé le 11 décembre 1997. Oui. Ça fait plus de 15 ans. Cet accord est contraignant. Est-ce que l'humanité aujourd'hui est sauvée? Est-ce que les gaz à effet de serre ont diminué? Est-ce que le mercure ne cesse d'évoluer? Est-ce que les catastrophes naturelles ne cessent de s'accroître?
L'accord a été signé il y a une quinzaine d'années, mais jusqu'aujourd'hui, c'est à la COP 3 qu'il a été signé. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons passé par la COP, je ne sais pas, jusqu'à arriver à la COP 21. Mais la COP 21 aussi, on nous dit qu'avec cette trajectoire, l'humanité sera détruite en 2100. Il faut que d'ici 2100, il faut qu'il y ait 1,5 jusqu'à 2 degrés Celsius de rehaussement du mercure. Or, ces accords vont venir s'ajouter sur les autres qui dorment aujourd'hui dans les officines occidentales. Ça ne résoudra jamais les problèmes. Tant que certaines décisions vraiment dignes n'ont pas été prises, les problèmes ne seront pas résolus. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis le plan Marshall pour développer les pays européens. Mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ça, parce que la destruction de cet environnement-là a des conséquences directes sur la paix et la stabilité dans nos États. Aujourd'hui, il faut insérer dans ces accords-là un plan, appelons-les comme on veut, qui va prendre en compte les difficultés économiques que rencontrent ces États africains-là. Et on oblige les États européens à mettre la main dans la poche pour soutenir et les budgets. Parce qu'aujourd'hui, on demande à nos États de respecter certaines contraintes, de respecter certaines exigences, d'arrêter d'intégrer les gens à la fonction publique, d'arrêter d'investir dans des projets d'investissement pour accéder aux aides publiques au développement, pour accéder à ce qu'on appelle communément les initiatives des pays pauvres très endettés. On nous dit que vous utilisez les DAO, mais ça c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie, ce sont des acrobaties intellectuelles. Ils sont à l'origine de ce que nous vivons. Ils doivent reconnaître ça, et même au sein des Nations Unies, des voix se sont élevées pour rappeler à l'ordre les grandes multinationales par rapport à leur comportement. Mais à Kigali, les pays pauvres et les pays en voie de développement ont appelé les pays riches à mettre en pratique rapidement l'accord qui vient d'être signé à Kigali. Il sera mis en accord. Mais il ne va pas empêcher les grandes multinationales de continuer par détruire les États. Aujourd'hui, on ne peut pas pratiquer de l'agriculture de façon archaïque en Afrique parce qu'il y a des pluies de contre-saison, parce que la nature est devenue inhospitalière, parce qu'il n'y a pas de l'eau. Et on nous dit de l'autre côté qu'il y a des accords. On ne cesse de signer des accords depuis un demi-siècle. Alors, mais cette fois-ci... Et pire encore, hier à Kigali, ils disent que d'ici 2050, Ségolène Royal disait qu'au sorti de ce congrès, toujours au sorti de cet accord de Kigali, disait que cet accord va nous éviter 72 milliards de COD en moins. Or, si vous faites une petite recherche, vous allez vous rendre que ces 72 milliards de COD ne sont l'équivalent que 2 années seulement de régé au rythme actuel. Beaucoup des accords ont été signés en Europe, en Asie, mais cette fois-ci c'est en Afrique. Il y a eu une prise de conscience des multinationales par rapport aux conditions de vie de la population de l'Afrique. Je pense que la réunion qui s'est tenue là-bas doit permettre aux Africains aussi d'avoir une prise de conscience. Einstein disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Les Africains doivent prendre conscience. Mais ils sont dépourvus de moyens de pression, ces Africains. Ils sont à la merci de ces grands groupes industriels, assis sur des démocraties entre guillemets occidentales, qui régentent, qui prétendent aujourd'hui véhiculer les valeurs démocratiques et morales du monde contemporain. Or, en réalité, ce n'est pas le cas. Ces Africains, aujourd'hui, si la société malienne des textiles a licencié des milliers de gens, est-ce que c'est par la faute de l'absence de prise de conscience des Maliens? Non, je doute fort. Je réponds par le négatif en disant que non, ce ne sont pas les Maliens qui doivent prendre conscience, mais c'est les dirigeants occidentaux qui doivent prendre conscience. Aujourd'hui, ils font un matraquage, un battage médiatique pour faire de telle sorte que cet accord-là soit présenté pour les populations, surtout occidentales, je dis bien surtout occidentales, que le monde est en train de prendre conscience du risque qu'il est en train de commettre dans la détérioration de l'environnement, dans la détérioration de la couche d'ozone, dans la détérioration du monde tout court. Mais ce n'est pas une prise de conscience qui sert à aider les populations africaines à sortir de l'ornière.
Alors, je reviens sur les gaz qui doivent être éliminés au niveau de l'accord de Kigali. Je pense que ça permettra de limiter un peu le réchauffement climatique et atteindre le seuil qui a été fixé par la communauté internationale. Mais ils disent qu'ils ont éliminé les CFC en 87 à Montréal, au Canada. Et ils les ont remplacés par quoi? Ils les ont remplacés par les HFC. Les HFC qui s'avèrent aujourd'hui 14 000 fois plus dangereux que le CFC. Aujourd'hui, quelle alternative ils proposent? Ils proposent par exemple le HFO. Les HFO, lui aussi, il est une substance chimique. Et est-ce qu'ils ont mis en place des mécanismes pour récupérer les gaz à effet de serre, les HFO, les HFC, les hydrofluorocarbures qui existent dans les machines, dans les réfrigérateurs, qui seront demain mis hors d'état de nuire. Ils n'ont pas parlé de ça, je doute fort. Et ils n'ont pas parlé aussi de l'aide qu'on devrait accorder aux pays africains. C'est pourquoi j'ai dit, ces accords-là, même s'ils sont respectés, même s'ils ont été adoptés, on les salue, mais nous disons qu'ils ne prennent pas en compte les problèmes de l'humanité dans leur entièreté. Quel est votre souhait par rapport à Marrakech? COP 21, Kigali, maintenant on va vers COP 22. Maintenant, nous allons vers la COP 22. On ne doit pas être systématiquement pessimiste, comme vous l'avez dit au tout début de l'émission, mais nous ne cesserons de faire le plaidoyer. Oui. Nous ne cesserons de râler. Nous ne cesserons de dire haut et fort les sans-voix qui habitent dans les pays insulaires surexposés au changement climatique. Les populations du globe sont aujourd'hui désarmées. Ils ne savent sur quel pied marcher. Ils sont à la merci du comportement irresponsable occidental. Ce qu'ils veulent, c'est c'est-à-dire si vous demandez aux paysans africains, si vous lui dites qu'il y a aujourd'hui la suppression des barrières tarifaires, les multinationales peuvent venir, elles peuvent ramener n'importe quoi, et puis il va vous dire qu'il faut carrément démondialiser le monde. Il va vous dire dans votre COP22 là, il faut carrément démondialiser le monde. Il faut limiter le réchauffement de la planète. Oui. Aujourd'hui, au Nigeria par exemple, la région du delta du Niger, oui. Aujourd'hui même les animaux meurent. Les hommes meurent parce qu'il y a le comportement des chevrons qui laisse à désirer. Hein, pourquoi? Parce qu'ils priorisent les bénéfices déloyaux, indûment, irrationnels, pour augmenter leur valeur ajoutée au niveau de l'Occident. Et les victimes, les dindons de la farce, ce sont les Nigérians, ce sont les peuples africains. Il n'y a pas longtemps, il y a une société ici au Tchad qui a déversé une quantité importante de déchets dans un trou à ciel ouvert. N'eût été la vigilance de nos autorités qui ont rappelé à l'ordre et qui ont obligé ces sociétés internationales à payer pour dédommager l'État tchadien, les conséquences ne seraient pas aussi beaux à voir. Alors je constate que la société civile au Tchad n'a pas tellement joué son rôle dans le domaine de la protection de l'environnement. Or, vous venez d'expliquer des choses assez importantes, le message, la sensibilisation, l'information qui doit aller de la part de la société civile vers la population. Je pense que ce message fait défaut, mais beaucoup se sont cantonnés sur des jeux politiques. Alors, est-ce que vous avez un message? Si vous êtes en contradiction avec notre lutte, cela nous réconforte. Parce que si vous êtes d'accord avec ce que nous faisons, ça veut dire, ça nous ramène à dire que nous ne faisons pas bien notre travail. Oui. Pour autant, nous vous disons que nous sommes en train de nous battre de façon infaillible, matin et soir, pour véhiculer le message du respect de l'environnement. Même si le message n'a pas été suivi de façon optimale, mais nous tentons, autant que faire se peut, autant pour moi, de le faire passer. La société civile, son pouvoir n'est pas exécutoire. Le pouvoir de la société civile est un pouvoir de proposition. Oui. Quitte au gouvernement, autant pour moi, de mettre en application ces différents accords, ces différentes directives sur l'environnement. Et nous pensons, raison gardée, que ces accords ont été mis en œuvre. Raison pour laquelle il y a la ceinture verte, il y a des opérations de reboisement, il y a des opérations de plantation d'1 million d'arbres. C'est un pari, c'est un challenge. Donc, quand un cas, nous essayons d'évoluer vers l'avant, tout compte fait,
tout compte fait, le responsable principal, ce sont les multinationales qui devraient être indexées, qui devraient être doigtées, non seulement par les populations africaines, mais par leur population propre, pour leur faire comprendre que leur comportement est en train de détruire l'humanité. Comme c'est là, et je demeure toujours assis sur la sinistrose par rapport à la COP22, parce que nous pensons que les différents accords n'ont pas permis à ces gens-là de prendre des décisions acceptables, parce qu'il y a des forces occultes tapies dans l'ombre qui cherchent toujours à perpétuer les pratiques néfastes qui détruisent l'environnement. Et ces forces-là, au risque de nous tromper, continuent toujours par régenter, parce qu'ils continuent même jusqu'au jour d'aujourd'hui de financer même les accords sur le climat. Ça, c'est une aberration. Mesdames et messieurs, restez en compagnie du programme de la télévision nationale tchadienne. Au revoir et à mercredi prochain.